Bonsoir à tous, nous sommes le 7 août, ravis de vous retrouver pour votre journal de 19 h. Dans l'actualité de ce lundi, la crise mondiale de l'énergie ne cesse d'inquiéter. Alors qu'en France, une augmentation de 10% du prix de l'électricité a été actée au 1er août, qu'en est-il à Monaco? La principauté va-t-elle réussir à maintenir son bouclier tarifaire? Les réponses dans ce journal avec Sylvain Didier-Jean, le directeur des activités électricité et gaz à la SMEG. Ensuite, nous vous ferons découvrir le tout dernier concert au Palais de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert qui a encore une fois ravi tous les spectateurs. L'été fut, comme toujours, chargé en événements culturels à Monaco. Françoise Gamerdinger, le directeur des affaires culturelles, fera le point sur les différentes représentations qui ont eu lieu en principauté. Elle nous dévoilera aussi le programme pour les semaines à venir. Et puis on vous emmènera découvrir ou redécouvrir l'exposition événement du Grimaldi Forum, monnaie en pleine lumière qui ne cesse de séduire les visiteurs. Et pour finir, nos équipes vous emmèneront au cœur d'une nouvelle adresse gourmande. Loulou, le pirate, fait son grand retour sur la Côte d'Azur, une vraie institution. La France et l'Europe dans son ensemble sont aujourd'hui au cœur d'une crise énergétique mondiale. Le conflit ukrainien ou encore l'inaction face à la dépendance aux énergies fossiles, mais aussi la surconsommation rendent la situation particulièrement tendue. Face à l'augmentation du prix de l'énergie et au risque de pénurie, la population s'affole. Pour faire le point sur la situation en principauté, nous accueillons le directeur des activités électricité et gaz à la SMEG. Bonsoir Sylvain Didier-Jean. Bonsoir. Alors en France, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10% au 1er août dernier. Pour être très clair, va-t-il y avoir des répercussions à Monaco ? Alors les dispositions françaises, je pense que c'est aux Français de les commenter, mais en l'occurrence, on est sur un début de débouclage du bouclier tarifaire français. Il y avait une augmentation de 15% au 1er janvier. L'État a décidé de faire 10% de plus. Ici à Monaco, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concernant un débouclage du bouclier, puisque pour les particuliers, il y a eu au 1er janvier également une augmentation de 15%. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant une augmentation de la tarification en principauté. C'est vrai qu'on est en pleine crise mondiale de l'énergie, essentiellement due à la guerre en Ukraine qui se perpétue. Comment arrivez-vous finalement à maintenir certains prix ici en principauté ? Alors la clé, c'est une très bonne connaissance des données de consommation et ensuite une anticipation sur les achats. Donc il faut savoir que la SMEG, le gouvernement princier, ont établi une politique d'achat qui permet assez à l'avance d'aller acheter de l'énergie alors qu'elle est encore dans des conditions, je dirais, acceptables. La difficulté, évidemment, c'est quand on a une vague telle que celle qu'on connaît ou qu'on a connue, on est capable de passer une bosse, une vague c'est plus difficile. Ce qui a expliqué en 2023 la mise en place de mesures de bouclier tarifaire ici à Monaco, puisque ça c'est mondialement, l'énergie est extrêmement chère et on est plutôt sur quelque chose qui est aujourd'hui un plateau assez élevé. Donc il est assez peu probable que le coût des énergies en général baisse mondialement, en particulier en Europe, pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc le principe fondamental, c'est de bien connaître sa consommation. Mieux on connaît la consommation, en l'occurrence de la principauté, mieux on peut prévoir nos achats et en fait faire des achats pertinents. C'est ça la clé. Justement, où en sommes-nous de la consommation d'électricité en principauté ? Nous avons eu de très bonnes surprises à la sortie de l'hiver. Je crois que nous avions déjà pas mal commenté ces résultats, mais ça vaut le coup d'y revenir. La France a évoqué le fait que s'il n'y avait pas eu de baisse de consommation dans le secteur français, monégasque et tous les pays autour, nous aurions été amenés à faire une douzaine de coupures pour délestage dans la saison hivernale. La consommation en France a baissé de 10% sur la période hivernale. À Monaco, elle a baissé plutôt de 11 à 12%. Donc les efforts qu'on a demandés aux consommateurs ont été faits et nous les remercions encore aujourd'hui très chaleureusement puisque ça a évité effectivement des coupures. Et la SMEG s'est dotée d'outils permettant dans la durée d'observer cette évolution de la consommation. À l'heure où je parle, j'ai regardé encore ce matin les données de consommation sur la période estivale, donc juillet. Nous avons une baisse de consommation encore constatée de l'ordre de 6 à 7% aujourd'hui. En fait, on est sur tous les segments. Le segment industriel, le segment tourisme, le segment particulier et petit commerce.
tout le monde fait des efforts. Il est quand même assez notable, et je pense qu'il faut le souligner, que les particuliers font un effort assez important, puisqu'on est aux alentours de 10% encore aujourd'hui de baisse de consommation comparativement aux années précédentes à température équivalente. Donc c'est des efforts qui, sur la durée, sont payants, et c'est très bien. Vous en parliez, mais c'est vrai que la maîtrise de l'énergie est devenue une vraie nécessité. À Monaco, cela se traduit par exemple par l'extinction des enseignes lumineuses. Quels sont les conseils que vous donneriez pour peut-être que les Monégasques fassent encore plus attention à leur consommation, bien qu'ils fassent déjà de nombreux efforts ? Alors les gestes les plus forts en termes de la consommation sont relatifs au chauffage et à la clim. Si déjà on maîtrise bien, là je parle du consommateur final, le particulier, si on maîtrise bien déjà ces consignes de chauffage et ces consignes de clim, c'est-à-dire si on ne chauffe pas trop en hiver et si on climatise pas trop en été, on a fait 80% du chemin. Et après on peut avoir des gestes complémentaires, faire attention à l'achat de matériel notamment, quand on va acheter un frigo, faire en sorte qu'il soit vraiment de classe A dans les meilleures conditions. On peut être aussi amené à faire des travaux, notamment sur l'habitat, des travaux d'isolation, des travaux de changement de fenêtre par exemple. Mais le premier geste à faire, tout le monde peut le faire, c'est effectivement bien régler ses consignes à la fois de température de clim et de température de chauffage. Et ça marche. Je fais une petite parenthèse, mais il faut en parler également. Le prix du gaz qui fait aussi partie, donc le gaz des compétences de la SMEG. Quand on parle d'énergie, on pense tout de suite à l'électricité, mais il ne faut pas aussi négliger le gaz. Alors le gaz, évidemment, si on observe la consommation du gaz, elle est aussi en baisse. Donc là, on est bien sur une logique qui a été dupliquée sur la partie gaz de baisse de consommation. Ce qui est sûr, c'est que le gaz, et si l'énergie est chère mondialement, et en particulier en Europe, c'est bien parce que le prix du gaz est très élevé. Et là aussi, la principauté dépend de ces marchés mondiaux. Et l'évolution du gaz est effectivement à regarder de très près. Dernière question, quelles sont selon vous les perspectives pour les mois à venir ? Alors les perspectives, sur le plan géopolitique, on n'en voit pas vraiment. Les tensions géopolitiques sont encore très importantes. Et ce qui sera, je pense, vraiment à observer de très près, c'est la capacité qu'auront les Européens collectivement à mettre en place une politique énergétique permettant d'éviter ces à-coups, puisque là, on l'a vu, on a été totalement exposé aux variations du marché qui ont fait des fois 1000 par moment, et ça n'est pas possible. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait son dernier concert de la saison au Palais Princier. Mozart et Beethoven étaient au programme. Un reportage de Vanessa Dessy, Lionel Bernardi, Jean-Alexandre Dordet et Louis Borgia. Pour son dernier concert de la saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait la célèbre 7e symphonie de Beethoven. Composée en 1811, suite à la rencontre de son dernier amour, le compositeur livre cette humeur violente dont il parle lui-même. Cet état d'esprit anime toute l'œuvre dès l'introduction. Programme également le concerto pour piano numéro 21, créé en 1785 par Mozart. L'œuvre a connu immédiatement un franc succès. La sonate se joue avec délicatesse et calme. Le soliste David Frey a su s'approprier la partition au thème suspendu. J'ai eu la chance évidemment je le connaissais depuis tout petit, mais je l'ai découvert en tant que pianiste assez tard. C'est-à-dire que c'est une œuvre que j'ai vraiment apprise assez récemment. Donc c'était intéressant pour moi, malgré sa célébrité, d'ouvrir la partition et d'essayer de l'aborder d'une manière un peu vierge comme ça. Et souvent on a des surprises, à vrai dire. On se rend compte que certaines traditions d'interprétation ne sont pas forcément des évidences. Et donc il faut avoir parfois le courage d'aller peut-être contre des choses qui sont bien installées, mais qui ne sont pas pour autant induites par la partition, par le texte. David Frey est un pianiste soliste, concertiste et chambriste, à la carrière internationale dont le répertoire va de la musique baroque à la musique d'aujourd'hui. Mon parcours, il a commencé dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, où je suis né tout d'abord, où j'ai fait mes études, et ensuite à l'âge de 17 ans, je suis allé à Paris.
où je suis rentré au conservatoire, où j'ai rencontré mon professeur Jacques Rouvier, qui a été très important dans ma vie. Et ma carrière a commencé finalement très vite, j'ai eu de la chance après mes études. Ce que je veux, c'est que l'interprétation soit le fruit d'un travail sincère et approfondi de la partition. C'est l'école d'où je viens, celle de Jacques Rouvier, effectivement. À l'occasion de ce dernier concert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a souhaité particulièrement remercier Nicole Cureau-Dupuis, Jean-Marc Jourdain et Thierry Véra pour leurs nombreuses années de service. Ces derniers ont quitté leurs fonctions pour une retraite bien méritée. Un été décidément placé sous le signe de la culture en principauté, avec notamment de nombreux temps forts proposés par la direction des affaires culturelles. Le premier qui nous vient en tête est forcément le Théâtre du Fort-Antoine, qui aura accueilli plusieurs représentations et concerts à ciel ouvert. On peut également citer le Festival international d'orgue de Monaco. Si ces deux rendez-vous se sont achevés avec succès dernièrement, d'autres se poursuivent et le programme de la rentrée s'annonce tout aussi riche, comme va nous le confier le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger. Elle est interviewée par Émilie Rousseau. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir Émilie. La direction des affaires culturelles a une nouvelle fois été très active pour proposer un programme varié et éclectique cet été. Premier temps fort, c'est bien évidemment le Théâtre du Fort-Antoine, un lieu unique, Françoise. Oui, nous sommes ravis de cette saison car nous avons pu offrir cette année au public 5 représentations de théâtre, un concert de Arthur H et aussi une soirée toute particulière ouverte aux jeunes artistes qui s'intitulait Les Talents du Fort et pour lequel nous avons rencontré un grand succès aussi bien du point de vue de la réponse des jeunes artistes qui sont venus donc créer cette soirée, mais aussi du public, puisque nous avons fait complet. Donc c'était une belle soirée pour la jeunesse et pour la culture et pour la création. Donc nous en sommes absolument ravis. Oui, la volonté de ce rendez-vous a toujours été de soutenir la création, les projets artistiques, un peu comme le Festival d'Avignon, mais à une plus petite échelle. Oui, beaucoup plus petite, mais de qualité également. Le retour de la musique, c'était important aussi avec le concert d'Arthur H. La direction va entamer une réflexion à ce sujet pour introduire davantage de musique, certainement pour l'édition 2024. De voir le public au rendez-vous, cela vous conforte dans le succès de cet événement qui a passé la barre des 50 ans? Il est vrai que notre but, c'est de faire découvrir, de faire plaisir, de partager. Et je crois que ce but a été une nouvelle fois atteint cette année. Et nous sommes satisfaits de voir les gens venir en famille et de passer une très belle soirée d'été avec nous. Autre événement, Françoise Gamerdinger, c'est le Festival international d'orgue de Monaco. Dans un autre cadre magnifique, la cathédrale. C'est aussi, là encore, l'occasion, comme chaque année, de faire briller cet instrument peu connu. Cette année a été toute particulière puisque nous avons ouvert le festival avec la maîtrise de Notre-Dame de Paris. C'était un moment intense en présence de la famille souveraine dans le cadre des commémorations de la naissance du prince régnier. Et après, sont suivis 5 autres concerts qui ont connu une belle fréquentation. Françoise Gamerdinger, comme toutes les entités monégasques, j'imagine, vous vous associez à l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Comment cela se traduit dans votre direction ? Depuis le 31 mai, le jour du lancement, c'est vrai que la direction des affaires culturelles a été associée, a œuvré, puisque nous avons lancé le 31 mai le parcours des sculptures, donc une application qui permet de découvrir nos 150 sculptures qui sont offertes à ciel ouvert, un véritable musée ciel ouvert, une application qui permet non seulement de découvrir les artistes, mais aussi l'œuvre et de les situer les unes par rapport aux autres et de pouvoir balader, faire une découverte artistique au sein même de la principauté. Et puis il y a l'exposition, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco. Oui, qui a été inaugurée le 19 juillet dernier, qui est ouverte au public depuis le 20 juillet, qui aussi nous a permis de faire découvrir toutes les actions, toutes les actions durant le règne du prince Régnier. C'est une exposition dont le commissariat a été assuré par Stéphane Bern et Christian Cureau,
dont les retours sont très positifs. La scénographie surprend et voilà, je suis vraiment ravie que le public vienne nombreux et vienne se remémorer que tout ce qui nous entoure, pratiquement tout ce qui nous entoure et tout ce qui fait notre quotidien, aussi bien du point de vue de la culture, mais aussi de l'économie, du social, de l'environnement, des relations internationales, tout ça a été l'œuvre du Prince Régnier et c'était très important de le faire découvrir. Une autre passion du Prince Régnier sera mise à l'honneur à partir du mois de novembre, puisque la direction des affaires culturelles est aussi associée au montage de l'exposition sur le cirque qui ouvrira au mois de novembre. Merci beaucoup Françoise Gamerdinger, bel été culturel à vous. Merci beaucoup Émilie, à bientôt, au revoir. L'exposition de l'été au Grimaldi Forum Monet en pleine lumière rencontre un grand succès. À la fin juillet, plus de 30 000 personnes l'avaient déjà découverte et l'affluence continue en ce mois d'août. Les visiteurs se pressent tous pour découvrir la plus grande exposition consacrée aux peintres impressionnistes réalisée depuis 10 ans en Europe. Alexandra Pagné, Sylvain Péroumal vous propose une visite guidée si vous n'avez pas encore eu la chance de vous y rendre. Que découvrir de plus de cet artiste majeur qui a marqué le 19e siècle? C'est là toute l'ambition de cette exposition. Claude Monet vu autrement, à travers sa quête de la lumière idéale, de sa jeunesse havraise à ses derniers tableaux à Giverny, en passant par ses œuvres réalisées sur la Riviera, un séjour qui lui servira de véritable déclic dans son œuvre. Les peintures, avant toute chose, et au cœur de celle-ci, les peintures de la Riviera. Alors la scénographie de cette exposition, eh bien, elle s'organise chronologiquement avec une cathédrale, les œuvres peintes par Claude Monet sur la Riviera, les unes isolées des autres, mais toujours en dialogue les unes avec les autres, ce qui nous permet à la fois d'appréhender l'œuvre de Monet comme personnellement je n'ai jamais pu le faire, c'est-à-dire de les voir à différents points de vue, de loin, de près, et donc de saisir toute la matière picturale et finalement tout le process et l'ambition de l'artiste. Donc ça, c'est extrêmement émouvant. Et puis aussi, en allant de point en point, de tableau en tableau, d'évoquer symboliquement eh bien, les pérégrinations de Monet sur la Côte d'Azur, car c'est quelqu'un qui marchera, voyagera, posera son chevalet, et tout cela, eh bien, ça prend une dimension considérable dans son parcours. L'exposition plonge le visiteur dans l'univers du maître de l'impressionnisme grâce aux près d'une centaine d'œuvres, des collections publiques aux collectionneurs privés, dont des toiles appartenant au prince Albert II. On a effectivement la chance et l'honneur d'accueillir les toiles de Monet du Prince. Également beaucoup de collectionneurs en principauté de Monaco, des collectionneurs privés qui ont bien évidemment joué le jeu avec enthousiasme. Et puis un grand prêteur qui est Marmottan-Monet qui nous prête à peu près la moitié des œuvres de cette exposition. Mais également pour pouvoir parler de Monaco en pleine lumière et de ce fameux focus sur le travail de Monet sur la Riviera, il a fallu aller loin et ce sont près de 35 prêteurs en plus de Marmottan-Monet qui ont été sollicités du monde entier, du Brésil en passant par les États-Unis, l'Asie, l'Europe évidemment. Des toiles venues donc du monde entier et une scénographie qui encore une fois a su mettre en valeur les œuvres du maître avec un jeu de lumière, un cheminement didactique et des volumes que très peu de lieux peuvent offrir. Une triste nouvelle pour poursuivre ce journal, Hélène Carrère d'Ancos s'est éteinte à l'âge de 94 ans. Née en France de parents immigrés russes, historienne mais aussi femme politique, elle aura marqué toute une génération d'intellectuels. Son livre « L'Empire éclaté » fait sensation alors qu'elle prédisait avec 10 ans d'avance l'effondrement de l'URSS. Suivront de nombreux ouvrages qui feront d'elle la référente lorsque l'on parle de la Russie. Hélène Carrère d'Ancos était aussi une gardienne des mots. Elle aura d'ailleurs défendu jusqu'au bout une vision plutôt conservatrice de la langue française. Écoutez. Maintenant, c'est un problème beaucoup plus compliqué parce que dans un monde ouvert, la langue française, elle est en compétition. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le monde des médias et de l'Internet et de toutes les nouvelles technologies, ou bien toutes les langues sont menacées d'un certain appauvrissement, d'un certain épuisement, et par conséquent, il faut les porter.
Une passion pour le français et une stature qui la conduiront jusqu'à l'Académie française dont elle devient Madame le secrétaire perpétuel le 21 octobre 1999. Elle était aussi membre de la Fondation Prince-Pierre. Le plus célèbre des chanteurs italiens donnera un concert exclusif le 8 août dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival. Eros Ramazzotti, c'est 70 millions de disques vendus, 2 milliards de streams et de vues sur YouTube. Il est sans conteste l'un des artistes italiens les plus populaires. Son World Tour première célèbre d'ailleurs ses 35 ans de carrière et lui permet de se rendre dans les salles les plus prestigieuses du monde et notamment donc demain en principauté à la salle des Étoiles. Après l'African Queen, voici une autre adresse incontournable. Loulou le pirate rouvre ses portes après une dizaine d'années de fermeture entre Monaco et Menton, toujours les pieds dans l'eau. Le restaurant renaît sous le même ADN. Vanessa Dessy et Alban Gingembre vous donnent l'eau à la bouche dans ce reportage. Adresse mythique surplombant la Méditerranée, le restaurant Le Pirate était une institution pour les plus anciens, mais aussi pour les stars de cinéma telles que Brigitte Bardot, Joséphine Baker ou encore Roger Moore. Un rendez-vous festif des Azuréens mais surtout des Monégasques. Le restaurateur de Monaco, Samy, a justement voulu faire revivre ce lieu en souvenir de son enfance passée ici. Il a souhaité transformer la célèbre cabane de pêcheurs en un restaurant élégant et décontracté à l'esprit d'antan. On a repris une institution locale qui a fait un petit peu les belles années de la côte dans les années 70-80 et on essaie de garder l'héritage qui était celui du pirate, c'est-à-dire une cabane de pêcheurs assez conviviale, tournée sur la mer, tout en gardant un esprit quand même toujours festif et continuer à faire perdurer et l'esprit du pirate et l'esprit loulou qu'on communique au travers de nos différents établissements au travers de la France. Ouvert à peine depuis 3 semaines, Loulou le Pirate a retrouvé une clientèle fidèle à l'histoire de l'établissement. Les anciens sont ravis parce qu'on a gardé la même typologie de lieu avec plusieurs salons. Toujours l'esprit pareil tourné autour du partage, poissons grillés, grosses salades à partager. On essaie de continuer un petit peu à faire la fête, surtout au déjeuner, garder l'esprit Dolce Vita le soir, mais les habitudes et les mœurs sont un petit peu changées. La carte a su garder l'esprit méditerranéen avec des produits frais et locaux. Beaucoup de poissons grillés qui sont faits au barbecue et mi-brasa. Vous avez des carpaccio de gambero rosso avec des petits zestes d'agrumes, salade niçoise qu'on a repris vraiment dans la pure tradition niçoise à partager, les linguines vongolais également. Et puis tous les jours on essaie d'agrémenter la carte avec des suggestions, que ce soit des pâtes, des carpaccio ou des salades. L'établissement offre également la possibilité de venir chercher les clients directement sur leur bateau. Loulou Pirate vous attend jusqu'à la mi-octobre. Ce samedi 5 août s'est tenu le deuxième et dernier feu d'artifice de l'été en Principauté. Vous étiez d'ailleurs nombreux entre le Port Hercule et la place du Palais pour en prendre plein les yeux. Mais alors, qu'en avez-vous pensé? Vanessa Dessy vous a tendu son micro. C'est de la magie, on a envie d'attraper les étoiles, on ne peut pas les toucher, donc on a l'impression qu'elles viennent sur nous. Ça fait du bien qu'ils sont encore autorisés et que c'est toujours très joli, on adore ça. C'était très joli, je m'y attendais pas. On était venus juste pour visiter Monaco parce que c'est la première fois. Très beau et très joli. Ça vaut vraiment le coup de venir à Monaco près du palais en plus, dans ce beau cadre, pour venir voir ce merveilleux feu d'artifice. J'ai bien aimé, c'était ceux qui ressemblaient comme à un pissenlit. Il y avait les 3 tiges et puis ça faisait vraiment le pissenlit, ça c'est trouvé magnifique. C'est toujours des spectacles magnifiques et il n'y a vraiment rien à dire avec la musique. Il a fini en beauté en plus avec l'hymne monégasque, donc ça sera un plaisir de revenir. Et bien vivement en tout cas les prochains. Je vous propose à présent de retrouver Frédéric Elion pour un point complet sur vos prévisions météo de ce mardi 8 août. Bonsoir. Bonsoir Julia, grand soleil prévu toute la journée mardi avec un ciel bien dégagé. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre les 30 km/h. Il fera 19 degrés le matin et 26 l'après-midi. Pour ceux qui choisissent l'option plage, l'eau sera à 25. Mardi 8 août, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Dominiques.
On vous a parlé dans ce journal de l'exposition événement au Grimaldi Forum Monet en pleine lumière. Eh bien, ce n'est pas la seule à découvrir en principauté. Le nouveau musée national de Monaco propose une exposition inédite à voir à la Villa Paloma. Elle s'intitule Georges Condo humanoïde. Notre photographe Frédéric Nébinger a tenté de percer les secrets de l'artiste à travers son objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup comme toujours pour votre fidélité. Je vous dis évidemment à demain pour une nouvelle édition riche en actualité. Très belle soirée à vous.